Dès sa plus tendre enfance, mon invité s'est créé un trésor inestimable dans sa tête. Trésor qu'elle continue d'enrichir aujourd'hui quand elle n'a pas son instrument à portée de main. Ce trésor rime avec pastèque et discothèque. Au fil de notre conversation, vous allez découvrir sa naissance artistique, le bac à sable dans lequel elle s'amuse toujours, les rencontres qui ont tout fait basculer, d'un côté puis de l'autre. Vous allez naviguer entre des nombrils, des pages de magazines, des arbres et des startups. Tout est lié. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre de Stéphanie Pierre, qui a une histoire de vocation à nous raconter. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Je suis Marie Girardin-Lépine, fondatrice de la Fantaisie Vagabonde, et une semaine sur deux, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, souriez. Et si vous écoutez jusqu'à la fin, vous apprendrez dans quelle autre région du monde Stéphanie Pierre voudrait bien s'aventurer. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie Pierre. Bonjour Marie. Bienvenue dans Chamade et merci de m'accueillir chez toi. Merci à toi. Ah, mais avec grand plaisir. Pour commencer l'interview et pour que tu nous expliques qui tu es, je te propose un jeu, le jeu de l'acrostiche. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un acrostiche ? Non. Alors, en fait, tu vas prendre les lettres de ton prénom. D'accord. Et chaque lettre sera le début d'un mot qui te représente, qui te parle. Voilà. Alors, tu as le droit de tricher, tu as le droit de réunir le P et le H. Voilà. Tu as le droit de faire à peu près ce que tu veux et de t'arrêter au bout d'un moment si tu n'as pas envie de faire toutes les lettres parce que tu as un prénom assez long. Oui. Je t'écoute. Alors, donc le S, sensibilité. Le T, téméraire. Le E, j'en ai deux en plus. Élévation, je ne sais pas pourquoi ce mot-là me vient, on va dire ça. Le P, ça va être Pierre quand même, comme mon nom de famille et comme les petites pierres de la nature. Le H, pour horizon peut-être. Ouais. Le A. Haha. Ah bah pour le haha, tiens, bah c'est très bien, ça me va bien ça. Le N, pourquoi le N ? Pour naissance peut-être. Naissance de plein de choses, de passion, Ouais, naissance, j'aime bien. D'accord. Le I, pour illusion, mais pas forcément dans sa forme négative. Et le E à nouveau, Oui. pour éphémère. Hum. Je sais pas, c'est les mots qui me viennent. Ouais, mais c'est génial. C'est super quand je c'est... sais pas à quoi ça renvoie, attention. Ouais, on n'a pas besoin d'essayer d'analyser, Non, c'est voilà, chouette c'est ce ça. qui vient là. On va pas analyser. Alors maintenant, en une phrase, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais ? Donc je m'appelle Stéphanie Pierre, je suis photographe professionnelle pour principalement les entreprises, les associations et puis tout ce qui est indépendant, enfin voilà, hein, tout ce qui est... Et j'ai 45 ans, voilà, et j'ai à la base un cursus artistique, voilà, en gros. Ok. En gros. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Ma première question, c'est pourquoi la photo ? D'où ça te vient ? Qu'est-ce qui s'est joué avec la photo ? Quand est-ce que c'était ? Que c'était Alors la photo, c'est sans prétention aucune depuis toujours. C'est pas une passion, je peux dire c'est une vraie vocation parce que c'est arrivé
très tôt. Alors non pas à prendre un appareil photo, bien sûr, hein, entre les mains, mais ça a commencé toute jeune, toute petite, par déjà la notion de perception. La perception qu'on a des choses, des êtres. Et en fait, je me revois toute petite, en fait, avoir j'ai une médiathèque dans la tête, en fait. J'ai beaucoup d'images. J'ai une mémoire visuelle qui s'est développée très tôt, et certainement parce que j'étais une enfant assez sensible et très curieuse. Et en fait, je pense que le rapport à l'image, en fait, si je dois remonter, ça remonte à très très longtemps. Et donc du coup, j'ai emmagasiné énormément d'images parce que je pense que j'avais cette envie très tôt de capter les choses, en fait, d'avoir cette perception, de toucher, de me rapprocher, mais enfin voilà quoi, dans un premier temps. Et après, très vite, il y a eu le dessin qui est arrivé quand j'ai commencé à dessiner. Et je pense que les premières images, je les ai faites tout en n'ayant pas conscience de ce que je faisais, mais dans le sens où j'avais encore une fois, par le dessin, pareil, envie de capter des choses et de composer des choses aussi. La composition qu'on apprend dans la photo, finalement, moi, elle est venue par le dessin, et c'est souvent le cas pour il y a beaucoup de photographes qui sont passés par le dessin, ou qui viennent au dessin après, hein, c'est selon. Et le dessin, enfin, j'en pratiquais déjà. Enfin, j'ai commencé à faire du dessin toute seule et sans prendre de cours. Et du coup, je me rappelle faire des compositions. Je prenais des objets. J'étais toute petite et j'avais déjà peut-être 6 ou 7 ans. Je prenais des objets, j'essayais de les reproduire. Je voulais faire des premiers plans. Enfin, et ça, j'en ai conscience aujourd'hui parce que je me rends compte de ce qui est proche de la photo. Mais du coup, il y avait déjà cette notion d'essayer de capter des choses et d'avoir aussi une profondeur de champ, mais via le dessin pour le coup. Et puis toutes les choses que j'ai gardées en stock dans ma mémoire, et aussi toutes les photos que je prenais mentalement, enfin voilà, sans savoir que je faisais de la photo, bien évidemment. Et ça a commencé comme ça, et puis j'ai dû prendre mon premier appareil photo dans les mains par le biais de mon père. Pareil, je devais avoir 8 ou 9 ans. Ton père, il était photographe amateur? Pas du tout. Enfin, amateur, oui, tout à fait, mais pas du tout. C'est juste que moi, je suis née dans les années 70, donc la photo, on sortait l'appareil photo quand c'était vraiment la grande occasion. Oui. Quoi. Et pareil, les enfants, enfin, tu prenais pas l'appareil photo parce que sinon t'allais le casser. Enfin voilà, quoi. C'était exceptionnel, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre l'appareil photo assez tôt parce que je viens d'une famille de parents divorcés. Et puis, quand on partait en vacances avec mon père et ma sœur, il y a un moment donné, je les prenais en photo tous les deux, quoi. Eh oui, d'accord. Et j'étais peut-être plus attirée, du coup, par l'appareil que ma sœur. Enfin, voilà, quoi. J'ai ce souvenir-là et mon père s'en souvient aussi. Et du coup, il y avait une approche comme ça, mais sans savoir ce que je faisais avec ça. Moi, j'avais vraiment... les souvenirs que j'ai, c'est vraiment de faire de la photo dans ma tête. De vouloir capter, d'enregistrer tout ce qui se passait. J'ai des souvenirs qui remontent jusqu'à l'âge d'1 an. Enfin, tu vois, des choses très précises avec où je ressentais vraiment la chose. J'ai des images, enfin, même encore aujourd'hui, je vais tomber sur quelque chose qui va me rappeler un parfum, un moment de ma vie. Enfin, voilà, tout est stocké, quoi. Voilà. C'est un peu... Et j'ai plus ça, vraiment le contact avec un appareil, je l'ai eu, comme je te dis, là, vers 8-9 ans. Et après, quand j'ai commencé à comprendre, on grandit, on se rend compte de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut, notamment la composition que je recherchais dans le dessin. Et quand j'ai compris que je pouvais le faire vraiment avec un appareil photo, j'ai réclamé mon premier appareil photo à 12 ans. Et là, j'ai commencé à faire mes premières expériences. Là, ça a été, aux grandes dames de ma mère qui récupérait les photos, qui allait chercher les photos chez le marchand. Mon premier appareil photo, c'était un appareil qu'on appelait à disquette, où tu avais 12 ou 15 poses. C'était un petit appareil carré, plat. Ah, donc c'était pas des pellicules? Pas du tout. Non, c'était une disquette. Je connais pas ça. C'était une disquette, en fait, que tu insérais dans l'appareil et qui, je te dis, il y avait, je sais plus si c'est 12 ou 15 poses qui étaient en photo couleur. Et du coup, le premier appareil, moi, tu me mets ça dans la main, je fais mes expériences, que je voulais ça faisait des années que ça trottait dans ma tête, donc je commence à faire mes expériences. Le problème, c'est que les premières photos que je faisais, je reprenais en photo des pages de magazines. Ah, tiens.
Et en fait, alors non pas que, enfin, je recadrais. Alors non pas que c'était mal cadré, c'était pas ça, c'est que je percevais d'autres choses et j'avais envie de les traduire parce que je voyais. Et là, j'avais le moyen de le faire avec cet appareil. Et chose que j'essayais de faire par le dessin avant. Et du coup, bah forcément, ça ressemblait à rien, que ma mère elle hurlait quand elle voyait les photos en disant qu'est-ce que t'as fait? Et mais c'est pas ça. Tu peux pas prendre des fleurs en photo, tu peux pas. Mais non. Je prenais des images qui étaient déjà faites, mais je les recadrais différemment. J'essayais de montrer ce que je percevais. Et ça a commencé comme ça. Donc c'était pas encore la notion de faire des belles images. C'était juste que j'étais dans mon petit, j'avais mon petit cabinet de curiosité avec cet appareil. Je testais plein de choses et j'étais frustrée parce que je voulais prendre des choses en gros plan comme j'imaginais dans ma tête et j'arrivais pas parce que forcément c'était pas adapté pour. Et le vrai déclic, ça a été un jour j'étais dans de la famille et je vois en fait des travaux photographiques d'un de mes cousins qui lui prenait des cours dans un club photo, un cousin plus âgé. Et je vois ces photos, des belles photos en noir et blanc, des tirages et tout. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire. C'est exactement ça. Mais comment tu fais ça et tout? Et parce qu'encore une fois, voilà, à la maison, il y avait un petit appareil, mais j'avais pas notion de ce que c'était vraiment la photographie, en fait. On n'avait pas de culture photographique à la maison. Culture artistique, même pas non plus. Donc, du coup, voilà. Et c'est là que mon cousin me dit, bah écoute, il faut que tu aies un réflexe. Déjà, faut que tu aies un appareil réflexe, et puis tu vas mettre des pellicules en noir et blanc, et puis il m'a donné quelques réglages, en fait, que j'ai retenus, et puis il m'a dit, tu commences avec ça. Et j'ai eu la chance que, du coup, mon père, qui était un peu attiré, enfin, qui était plus ou moins attiré par tout ce qui était high-tech, a eu envie de changer d'appareil photo. Donc moi, j'ai eu de la chance, lui, il en a eu moins, parce que du coup, j'ai monopolisé son appareil, qui est toujours là, que j'ai toujours, qui est sur un de mes meubles. Et qui a été vraiment le début où là je dois avoir 14 ans quand je découvre ça, quand j'ai enfin un vrai réflexe dans les mains et je commence à faire des photos potables, on va dire, à partir de 15-16 ans. Et là, ça démarre. Et là, je m'arrête plus. D'accord. Mais toujours toute seule, sans prendre de cours, sans t'entourer d'un prof Non, parce que alors je m'étais renseignée pour aller dans un club photo et tout. Financièrement, c'était pas possible pour la famille. Et après, j'ai vite dit, mon père m'avait proposé et je lui ai dit non, laisse tomber, je vais faire mon truc. Je vais faire mon truc. Mais comme j'avais fait pour le dessin, c'était pas, je recherchais pas ça, en fait. Je voulais vraiment aller tester tout ce qui se passait, tout ce que moi j'avais déjà en tête, tout ce que je découvrais. Et après, au final, très naturellement, j'ai choisi un cursus artistique. Quand ça s'est présenté, je voyais pas autre chose et j'ai eu la chance que mes parents m'empêchent pas de le faire non plus. Donc, quand j'ai choisi mon orientation pour le lycée, je suis partie, j'ai pris une option art, qui à l'époque, ils appelaient ça A3, art plastique et littéraire. Ouais. Parce que la littérature était très, très importante aussi à ce moment-là, dans ma vie. Et du coup, c'est pareil. Là, je commençais à maîtriser l'appareil photo. Je me retrouvais avec des personnes qui étaient comme moi, c'est-à-dire qui étaient attirées par tout ce qui était artistique. Donc, certains étaient, on avait une partie de la classe qui était dans la musique, d'autres qui étaient dans le dessin, d'autres qui étaient dans l'audiovisuel déjà à l'époque. Et du coup, là, ça a été une libération en fait, de pouvoir enfin pratiquer. Et ça a quadruplé les idées de création, d'expérience, parce que voilà, t'es au milieu de gens qui sont toujours en train d'avoir plein d'idées, et donc du coup, toi, ça te nourrit dans tes idées, et voilà, ça fait... Et puis, ça a poursuivi. Après, j'ai fait un an d'histoire de l'art et les beaux-arts qui sont arrivés derrière. À Lorient. À Lorient, tout à fait. Okay. Les beaux-arts, où là, je vais me spécialiser en photographie. D'accord. Alors justement, est-ce que tu as le souvenir d'un projet aux Beaux-Arts à Lorient ? Un projet inoubliable, quelque chose, un projet perso ou de groupe, je ne sais pas précisément comment ça se passe, mais est-ce qu'il y en a un là qui te revient en tête ? Il y en a un, c'est marrant parce que j'ai retrouvé
C'est un projet à la base qui est parti d'un exercice. On avait un exercice sur le beau, justement. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est marrant, faudra que je parle de ça, Marie. On avait un exercice donné sur un temps donné, voilà, à rendre, qui était de rendre beau ce qui ne l'était pas, ce qui au premier abord ne l'est pas pour les gens. D'accord. Et en fait, j'avais cherché une idée, tout le monde avait trouvé son idée, je la trouvais pas. Et puis à un moment donné, je sais même plus d'où c'est venu, je me suis dit, je vais prendre en photo le nombril des gens. Ce qui est rebutant à la base. Oui, un nombril, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, ce qui est pas de plus sexy, on va dire. Et en fait, donc j'ai eu tous mes camarades que j'ai fait défiler, tous ceux qui acceptaient, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens étaient très pudiques là-dessus. Tout le monde ne montre pas son nombril. Oui. Voilà, faut le savoir, c'est très important. Oui, puis c'est le ventre. Donc c'est le ventre, c'est une partie de la peau et tout. Et moi, je l'avais fait très spontanément et très innocemment. Enfin voilà, de demander. Et en fin de compte, j'ai pas eu tant que ça de personnes. Et je me suis dit, j'ai rendu mon devoir, qui était très classique. J'ai pris des nombrils comme ça, tout simple. Et je me suis dit, c'est marrant parce que finalement, ça a interpellé le fait... Déjà, les personnes étaient interpellées du fait de me dire, mais pourquoi tu veux prendre des nombrils en photo ? Donc je me dis, tiens, il y a un truc à approfondir là-dessus. Mm-hmm. Ce rapport, justement, cette gêne peut-être que j'évoquais. Et de me dire, je vais vous prouver qu'on peut faire quelque chose de beau avec un nombril. Et du coup, c'est devenu après non plus un exercice. J'ai rendu mon exercice qui était bien passé. Mais j'en ai fait un sujet que j'ai traité en parallèle de d'autres choses qu'on nous demandait et qui m'a tenue sur plusieurs mois. Et j'ai travaillé en fait avec 2 modèles qui étaient une de mes meilleures amies et un camarade de classe. J'ai pris un homme et une femme. Et en fait, j'ai été travailler autour du nombril, mais sur l'espace qu'il y avait autour, en venant y faire une mise en scène, en créant un décor. Avec des éléments récupérés, parce que on est étudiant, on n'a pas trop de sous. Oui, oui. Donc j'avais récupéré des bouts tissus, des choses pour ramener en fait quelque chose de pas seulement de beau et d'esthétique, mais quelque chose qui recréer des atmosphères, ou même comme si on créait un tableau en fait, tu vois. Voilà, j'avais envie de travailler tout ça. On a travaillé avec différents éléments et j'ai travaillé pas bizarrement, mais instinctivement différemment avec le fait de travailler avec une femme et avec un homme. Ouais. Bien que l'homme en question était coréen et donc imberbe. Donc du coup, il avait une peau de bébé. Oui. Mais pour autant, on voit quand même une différence entre les deux. Et ce travail a fini dans un livre que j'ai construit, fait de mes mains. Je sais pas. Dans l'idée, j'aurais bien aimé pouvoir l'éditer. Oui. Et l'idée, c'était aussi de ne pas voir tout de suite que c'était un nombril à chaque fois. Donc chaque photo est différente. À chaque fois, il y a une atmosphère qui est créée. Et il y a une première couverture sur cette photo où j'ai redécoupé un carré et je viens recadrer en fait la photo à un endroit qui fait qu'on peut penser à un endroit que c'est un autre décor, c'est autre chose. On ne sait pas. Quand on arrive sur la première page, on ne sait pas sur quoi on est. Et quand tu ouvres après le petit, enfin, tu tournes la page où il y a ce petit carré, on découvre la photo en question. Et là, on voit que c'est effectivement un décor qui est fait autour d'un nombril. Wow. Et là où j'étais contente, c'est que j'ai fait mon truc. J'en avais parlé à 1 ou 2 profs. Et après, j'ai livré le travail. Une fois qu'il a été terminé, une fois que j'arrivais à ce que je voulais, c'est-à-dire de faire ce livre. Et j'ai eu une bonne réception, en fait. Même autour de certains qui étaient dans mes collègues d'école, qui étaient assez gênés, en fait, qui n'avaient pas voulu poser au départ. Mm-hmm. Ils m'ont dit, ok, effectivement, là, j'avoue, c'est très esthétique, c'est très, voilà. Donc ça m'a marqué, en fait. Ça m'a marqué parce que je partais de quelque chose qui était, voilà. Et d'avoir été jusqu'au bout, en fait, de ce projet, d'en faire ce livre que j'ai toujours. Je pourrais te montrer après. Ah, mais j'adorerais, ça me donne hyper envie de voir. Montrer. Il est un peu vieilli parce qu'il avait plus de 20 ans quand même. Ouais, j'avais 23 ans quand je l'ai fait, donc. Mais ouais, ça fait partie des choses qui m'ont marquée et je suis assez contente de ce travail. Ouais, je comprends. J'aime bien. Et alors, pour bien comprendre avant moi de le voir, quand tu dis l'environnement autour du nombril, c'est-à-dire que tu avais
recréer un décor sur le ventre, c'est C'était ça? sur le ventre, mais pas le ventre complet. C'est vraiment la prise de vue est cadrée sur autour de... on doit être à 5 cm de chaque côté. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment, on est vraiment centré, un plan serré sur le nombril, mais avec des éléments qui viennent, des effets de transparence. J'utilisais différents matériaux, du plexi. J'avais un espèce de petit plastique avec comme de la neige à l'intérieur, là, comme dans les boules de neige. J'avais récupéré ça, je sais pas où. Du tissu, des choses, du papier déchiré. Enfin, on essayait de faire en fait avec les modèles, de faire en sorte que même si on prenait la photo au premier abord, la personne qui regarde la photo, elle se dit mais je suis où là ? C'est quoi ? Et c'est pour ça qu'il fallait pas aller trop loin sur la notion de ventre. Il fallait vraiment se recentrer sur cet endroit-là et y amener et recréer quelque chose, recréer une atmosphère en fait. C'était ça l'idée, avec une lecture. Parce qu'une photo c'est ça, il faut pouvoir y lire quelque chose et être interpellé, en négatif ou en positif, mais il faut que ça te pose des questions en fait. Et c'était ça l'idée, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Ah ben écoute, j'avais prévu une question pour plus tard, mais je vais te la poser maintenant parce que le moment est tout trouvé. C'est quoi une bonne photo pour toi ? Ça, c'est vraiment... Je vais pas faire le coup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Non, je te fais pas ça. Non, une bonne photo, pour moi, une bonne photo, déjà, je te dis, c'est qu'elle interpelle, en fait, en positif ou en négatif. À partir du moment où quelqu'un reste devant une photo, soit la critiquer en disant, oh là là, mais je comprends pas et tout. T'as des personnes, des fois, ils vont passer 5 minutes à critiquer une image. Tu dis, ok, elle a quand même fonctionné, cette image, parce que elle t'a fait la critiquer, même en négatif, pendant 5 minutes. Donc, il se passe quelque chose. Et c'est ça, en fait, une photo. C'est de dire si elle est bonne ou pas, c'est pas ça. C'est de dire, est-ce qu'elle me parle, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette photo. Je veux dire plutôt la mauvaise photo, c'est une photo sur laquelle tu vas rester quelques secondes et où tu vas juste te dire, c'est beau, pof, et tu tournes. Parce que, et c'est beau, ça va être le terme de beau dans son vocabulaire premier qu'on utilise, de dire c'est joli ou c'est beau, ça n'a pas de profondeur en fait. C'est esthétique. C'est esthétique, ça n'a pas de profondeur. Or, la vraie beauté ou quelque chose qui est vraiment bon, ça a de la profondeur. Et il faut aller regarder derrière et il faut aller gratter. Et pour moi, c'est ça une bonne photo. C'est à partir du moment où tu restes scotché dessus et tu essayes de comprendre pourquoi elle te met mal à l'aise ou pourquoi elle t'apporte de la joie ou pourquoi elle t'attriste. Il se passe quelque chose. Et vers quoi ça fait écho. Et c'est ça pour moi une bonne photo, je pense. Ok, très bien. Tu sors des Beaux-Arts. Oui. Est-ce que tu es photographe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe Alors, je ne suis pas photographe à ce moment-là parce que je sors des Beaux-Arts par choix. J'aurais pu continuer. D'accord. L'idée était de continuer, soit à faire une année supplémentaire, mais avec une option art, je voyais pas où j'allais, en fait, juste option art. Je voulais pas être photographe artistique, en fait. J'avais pas cette ambition-là, en tous les cas. Et à la fois, j'avais quand même envie de persévérer, mais peut-être de reprendre, de partir dans de la photo, pour le coup, technique. Chose qu'on apprend pas, enfin, c'est pas qu'on l'apprend pas aux Beaux-Arts, mais la priorité, c'est d'être un artiste avant d'être un technicien. D'accord. Et en fait, je me suis renseignée. Je voulais aller faire une école derrière. J'ai rencontré quelques photographes techniques à qui j'ai dit j'arrivais des Beaux-Arts. Et là, ils m'ont dit, photographe artistique ? T'es pas photographe. Moi, j'avais 23 ans. J'étais quelqu'un de réservé. J'avais pas confiance en moi. Et d'un coup, pour moi, c'était la photographie, je la faisais instinctivement parce que j'avais ça en moi. Et là, d'un coup, on me coupe l'herbe. Alors, peut-être que quelqu'un d'autre à ma place aurait dit, non, je vais persévérer, je veux pas l'entendre. Moi, je l'écoute et je dis, ok, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis je vais essayer de rentrer dans la vie active, mais je vais faire un boulot quand même où ça va, mais et puis de toute façon, je continuerai la photo à côté. Et la question ne se posait même pas de dire,
j'arrêtais pas la photo, mais j'arrêtais de me dire que je pouvais être photographe. Je me suis juste dit, c'est pas grave, de toute façon, de la photo, j'en ferai toujours. Et c'est ce qui s'est passé pendant des années. Parce que, mais voilà, j'ai plutôt que je dis ça avec un peu de nostalgie, puis même un peu, je me dis, la Stéphanie d'aujourd'hui, elle serait rentrée dedans en disant, mais je vais y aller. Mais à l'époque, voilà, j'avais pas, c'était pas un manque de courage, je pense pas, ni un manque d'ambition, mais je faisais confiance à des professionnels. Et je me suis dit, ils ont certainement raison, en fait. Donc, c'était quoi, eux, leur définition d'un vrai photographe ? C'était quelqu'un qui faisait une école de photographie, proprement dit, c'est-à-dire qui faisait de la technique. Parce que j'avais beau faire du développement, à l'école, aux Beaux-Arts, on développait nos propres photos, donc j'avais appris ça. J'avais des notions techniques avec mon prof de photo. Mais c'est vrai que on n'approfondissait pas plus que ça. On n'allait pas désosser un appareil photo. On n'allait pas, tu vois. D'accord. En école de photographie, alors je sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était, on te formait à être photographe pour être soit photographe justement d'entreprise ou photographe dans un magasin de photos. Et c'était des techniciens. Ils pensaient pas. Pour la plupart, je veux pas non plus généraliser, mais la plupart n'avaient pas de notion artistique pour le coup. Il y avait une vraie séparation. Moi, je me rappelle de cette époque où vraiment on ressentait une séparation entre le monde artistique de la photo et ce monde-là qui était très technique. Et c'est vrai que j'ai pas lutté contre parce que comme j'avais avant appris toute seule la photo, que finalement les notions que j'ai apprises, je les ai apprises par les Beaux-Arts. Donc j'ai dit ok, respect, vous avez raison. Je parlais à des gens, des photographes qui avaient 20 ans de carrière. Tu dis ils ont forcément raison. Donc moi je mets ça de côté, je me dis juste de toute façon j'en ferai toujours et j'en ferai par plaisir. Sauf qu'en fait c'était pas le cas dans le sens où je me suis jamais arrêtée de faire de la photo. Mais ça passait. J'avais trouvé, je suis partie dans un autre domaine, donc du coup, j'ai eu de la chance quand même de trouver du travail autrement. Mais, tu vois, mon premier poste, j'étais assistante commerciale, donc rien à voir. Mais dès ce premier travail, ça a été, mais Stéphanie, tu pratiques la photo. Mais attends, on a la soirée d'entreprise, on a des portraits à faire, on a des machins, tu pourrais pas les faire. Et dans tous les postes que j'ai eus, en fait, il y avait toujours ça, parce que c'était marqué sur mon CV, tout bonnement. Oui, d'accord. Et que moi, je me faisais pas prier, forcément. Ou moi, je le proposais. Ça m'arrivait de le proposer, de dire, si vous voulez, je peux m'occuper des photos. Parce que là, j'étais sûre de me faire plaisir, quoi. Donc, en fait, je me suis jamais arrêtée. Et au final, avec le recul, je faisais déjà de la photo d'entreprise. Sans que moi-même, je me dise que j'en faisais. Donc c'est assez drôle en fait à y revenir, à revenir en arrière, de se dire finalement c'est ce que je faisais déjà, des portraits, je faisais des reportages mariage le week-end. D'accord. C'est un très très bon exercice de faire du mariage pour les événements. J'en fais plus aujourd'hui, je préviens tout de suite. Mais voilà, ça s'est jamais arrêté pour autant. C'est juste qu'on m'a pas cassé un rêve, mais je me suis arrêtée, je les ai trop écoutés peut-être, mais voilà, c'était pas le moment. C'était pas le moment, c'est ce que je me dis, c'était pas le moment, et il faut pas avoir de regrets. Mais voilà. Et alors justement, à quel moment ça a rebasculé vers en fait, je suis photographe, donc j'y vais. Ça a rebasculé à 3 reprises, la 3e a été la bonne. D'accord. Wow, parce que on a beau mettre de côté ce pour quoi on est fait, ça revient toujours. Ça revient toujours. La première fois, c'est au bout de... ça faisait 3 ans que j'étais donc dans cette boîte, dans l'industrie du disque, où j'étais assistante commerciale, et au bout de 3 ans, j'ai dit, faut que je revienne. Donc là, j'avais fait 1 an de formation, de congé formation, pour être concepteur multimédia. C'était les premières formations qui existaient. J'avais 27 ans. Je suis sortie de là-dedans, grosse crise économique. Au bout d'1 an, grosse crise économique. Pendant 6 mois, j'ai envoyé des CV, j'ai rien trouvé. Et les imprimeurs, tout ça, tout se cassait la figure. Enfin bon, bref. Donc, j'ai atterri après dans l'univers de la vente, où j'étais responsable de boutique
de produits Beaux-Arts, donc ça s'invente pas non plus. Voilà, une boutique de produits Beaux-Arts, donc bref. Et il y a eu encore une autre période, voilà, où je me suis retrouvée entre deux périodes où je travaillais dans la vente, où j'avais eu un accident de travail et j'ai voulu relancer encore la machine en me disant mais allez, j'y retourne, je réessaye de faire une formation. Et là, ça n'a pas suivi, les financements n'ont pas suivi. Enfin, j'ai à nouveau mis de côté. Et dans mon dernier poste où j'étais dans la vente, où c'était pas désagréable parce que je faisais de la création, j'étais amenée à travailler dans une boutique où on vendait tout ce qu'il fallait pour créer soi-même des choses. D'accord. Donc je sollicitais toujours ma création et en parallèle je continuais toujours la photo bien évidemment. Mais il y a eu un moment où je me suis dit mais je peux plus. Je peux plus aller à l'encontre en fait de ce pourquoi et le vrai déclic parce que ça m'a j'ai tout changé il y a 5 ans, enfin en 2015. Mais avant, pendant 2 ans, ça me travaillait. Et j'ai perdu ma mère, en fait. Ma mère est décédée. Et là, ça a été le vrai déclic. J'avais 39 ans. Je me suis dit, je suis à l'aube de mes 40 ans. J'avais vu ma mère lutter contre un cancer. Et enfin, voilà, les maladies, en général, ça te renvoie à des choses où tu te dis, on n'a qu'une vie, quoi. Oui. Et à un moment donné, on peut pas aller à l'encontre de, comme je disais tout à l'heure, de ce pourquoi on est fait, de ce pourquoi on vibre. Et du coup, ça m'a pris 2 ans, mais pendant ces 2 ans, j'ai préparé mon départ. Et surtout la dernière année où je m'auto-formais, en fait, j'avais vu qu'il y avait un métier qui s'appelait Community Manager, où on utilisait la photographie, parce que je me suis dit, en fait, aujourd'hui, je peux toujours pas me prétendre photographe, donc je vais utiliser ce que je sais faire, donc la lecture des médias, je sais le faire, d'un média visuel. Et je vais essayer d'aller vers ce métier, peut-être apporter ça. Et pendant 1 an, je me suis auto-formée en observant. En fait, j'avais trouvé une petite boîte, une agence sur Rennes qui s'appelle L'Œil au Carré, qui est dirigée par Marie Armand et qui, voilà, le retour du carré. Voilà, le retour. Et j'ai observé pendant 1 an. J'allais sur leur site et ils partageaient des choses en fait, et je m'auto-forme là-dessus. Et puis en 2015, voilà, j'annonce que je pars. Je fais une rupture conventionnelle et là je dis ça y est, j'arrête. Ça fait 12 ans que je suis dans la vente, j'arrête, je peux plus. Et je veux essayer de tenter ma chance. Tant pis si je me plante, mais j'y vais quoi. Et du coup j'ai été j'ai été frappée à la porte de Marie. Je l'ai contactée, je lui ai dit on se connaît pas. Voilà, j'ai un projet. Professionnelle, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je lui explique un petit peu que j'observe ce qu'ils font depuis 1 an. Et elle me reçoit. Elle accepte de me recevoir. On a 1 heure d'entretien. Et je m'attendais à ce qu'elle me dise non mais laissez tomber, dans la com, il n'y a pas de boulot, vous êtes trop vieille, enfin voilà. Et pas du tout. En fait, Marie, elle voit mon CV, elle voit que je suis passée par la photo, elle m'a dit mais attendez, vous êtes photographe. Je lui fais non, attendez, je suis pas photographe. On m'a dit que je l'étais pas. Voilà. Mais elle me dit non, mais vous vous rendez pas compte, là, l'image est en train de prendre une place. On est en 2015 et elle me dit, dans le community management, enfin, en tout cas dans la com, on est des très bons journalistes, on écrit très bien, on est des bons rédacteurs, mais on sait pas toujours allier le texte à l'image. Et elle me dit, vous avez ça. Et elle me dit, vous avez une base littéraire aussi, donc l'écriture, voilà, c'est de la gymnastique, ça se travaille. Donc elle me dit non, franchement, vous avez tout à fait votre place. Et puis l'âge n'a pas de problème parce que vous avez travaillé dans la vente, donc ça veut dire que vous savez gérer face au stress, face à un client. Donc elle me sort plein de qualités, plein de choses et tout. Et je me dis oula, donc en fait, je peux y aller quoi. Mais en même temps que je me dis ça, je me dis ah ouais, donc là j'y vais vraiment quoi. Donc et je me suis dit bon on y va. J'ai repris. Je fais juste des modules de formation pour me remettre à niveau sur des logiciels de remise, de retouche d'image, des choses comme ça. Et en fait, elle m'avait donné le meilleur conseil, c'était de me faire connaître auprès du réseau local. Et elle me dit, tu vas dans tous les afterwork, dans toutes les soirées qui existent. Tu te montres, tu vas discuter avec les gens. Et commence comme ça. Et je l'ai écouté et je connaissais personne. Je connaissais personne à la com. Et voilà, je suis arrivée, j'ai commencé à faire... il y avait des meet-up, il y avait plein de choses comme ça que j'ai commencé à m'inscrire là-dedans.
Et les premiers, c'était... je restais dans mon coin, j'observais, chose que je sais bien faire. J'observais et voilà, et je me disais, wow, comment je vais faire pour entrer dans ce monde-là, quoi. C'était... Mais voilà, j'ai fait comme je me suis pas changée pour autant. Je me suis pas transformée, j'ai pas essayé de paraître bien ou attirer. Je suis restée moi-même et j'ai pris le temps d'observer. Et en fait, très très vite, j'ai discuté avec des gens. Et le premier meet-up, pour la petite l'anecdote aussi, comme quoi vraiment Rennes est petit et tout a un sens. C'était le meet-up de UX Rennes, pour qui 2 ans plus tard, je me retrouvais être photographe bénévole. D'accord. Et je rencontrais à l'époque Audrey Rivy, qui pareil sera après ma responsable bien plus tard. C'est drôle, hein, parce que et c'était le tout premier meet-up où je m'inscrivais. Et puis après il y avait aussi les Toits Perrot avec Florent Le Tourneur, enfin tout ça, toutes ces soirées. Enfin j'ai des très bons souvenirs parce que j'ai fait ça pendant près de 2 ans, je crois. Et à montrer ma petite tête et petit à petit à prendre un peu d'assurance et essayer de formuler ce que je voulais faire parce qu'au départ j'arrivais pas à le formuler en fait. C'est dur, hein, c'est dur de se dire que toi t'as une idée en tête, tu sais ce que tu es capable de faire, tu sais vers quoi tu peux développer des choses, mais tu sais pas expliquer aux gens en fait. Et voilà, ça avait démarré comme ça, de pousser les portes. Et ma première mission en tant que community manager, c'est Marie Armand à nouveau qui me l'a donnée, qui m'a appelé un jour où franchement le matin je pleurais dans le bureau d'un des responsables du centre de formation où j'étais en disant mais j'y arriverai jamais. Ça faisait 3 mois que j'essayais de trouver un contact, voilà. Et elle m'appelle l'après-midi, elle me dit voilà j'ai un truc pour toi, ça s'appelle le Startup Weekend. Ah oui. On était censé s'en occuper, on peut pas, nous à l'agence. Tu seras pas payé, c'est du bénévolat. Mais elle me dit si tu veux savoir si tu fais pour ça, bah tu y vas, tu vas au charbon et tu essayes quoi. Ouais. Et je lui ai dit ok, j'y vais. J'étais morte de trouille. J'imagine. J'étais morte du trouille, mais ça a été fabuleux. Ça a tout ouvert derrière en fait. C'est important. Je parle de ce moment-là parce que ça a tout ouvert dans le sens où je suis arrivée là-bas, mais vraiment à quelques heures près, j'étais en train de me dire mais dans quoi je me suis embarquée, mais je vais jamais y arriver. Je me disais mais ils vont se rendre compte que je suis pas capable, que voilà. Et puis une fois arrivée sur place, au bout d'1 heure, j'avais retrouvé toutes mes marques. C'est là où je disais les mariages, ça aide vachement quand tu fais des mariages plus tôt parce que en fait, j'ai retrouvé mes repères de devoir courir dans tous les sens, de devoir parce qu'il y avait pas que le community management qu'il fallait gérer. Elle m'avait dit, t'es photographe, t'emmènes ton appareil photo. Je veux que tu fasses tout le reportage tout le week-end. Donc tout ça, c'est revenu en fait. Et ouais, au bout de 2 heures, c'était bon. Et j'ai fait 48 heures comme ça au sein de toute l'équipe d'organisation. Et à la fin des 48 heures, donc j'étais baignée, c'était au Mabilais, donc à côté là. J'étais avec tout le groupe aussi, toute l'équipe de la French Tech et où il y avait Claire Hardy notamment, et je revois dire à Claire prenez des stagiaires à la French Tech. Elle me fait non. Je lui fais vous voudriez bien me prendre en stage. Elle me fait bah oui carrément. Elle me dit tu viens, on te fait rencontrer Florent Wilbert qui était en charge de la communication à l'époque, et voilà, ça a démarré comme ça. J'ai rencontré Florent, j'ai eu le droit de faire mon stage et on a fait plus parce qu'il y avait de l'affinité, parce que ça matchait bien et qu'ils m'ont fait confiance dès le départ, qu'il y avait plein d'événements au Mabilais en fait. Et du coup, j'étais sur place, je pouvais faire des photos. Enfin, on a commencé comme ça, quoi. Et ça, c'était... Là, on était où ? On était 2016, 2017, je sais plus. Non, 2016. Et là, j'ai commencé à prendre confiance et plus ça allait, plus je me disais, ok, si, je suis photographe. Et ça a mis du temps, quoi. Ça a mis du temps. Et après, les premiers vrais postes, après, ça a été OneWave, qui est une start-up sur Rennes, pareil, où j'ai été en charge de la com et je faisais aussi de la photo. Et puis après, l'agence UnaWeb. Où là, ça a été, ça a été le tapis rouge par Nicolas Lecam, qui est le créateur de l'agence UnaWeb, et puis Audrey Rivy, qui était responsable à l'époque. Et je suis arrivée en tant que chargée de com et j'étais aussi la photographe de l'agence. D'accord. Ouais.
Et Nicolas, ça a été, enfin, que ce soit Nicolas ou Audrey, c'était tous les deux, ils m'ont dit, Stéphanie, on veut que tu aies ton appareil tous les jours avec toi. Tu l'auras avec toi. Tu seras notre regard de l'agence pour l'extérieur, quoi. Donc voilà. C'est fascinant de voir que c'est une interdiction en début de vingtaine qui t'a coupé l'herbe sous le pied, et c'est des autorisations successives, des permissions en fait qui te permettent de te révéler à toi-même, enfin te révéler à toi-même non parce que tu le savais déjà, mais en tout cas à concrétiser et à officialiser ce que tu es depuis gamine. Ouais, c'est assez étonnant effectivement, vu comme ça, tout à fait. Mais ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que tu parlais tout à l'heure de cette... alors, j'ai pas retenu son nom, mais tu disais, tu as demandé à une gérante d'entreprise si elle prenait des stagiaires, elle te dit non, et tu t'arrêtes pas à ce premier non, tu reposes une question. Oui, je trouve ça génial, en fait, parce que t'avais quand même ton idée bien fixe en tête. C'est ça. Oui, et puis parce que le feeling était super bien passé avec toute l'équipe de la French Tech, et donc avec Claire Hardy, qui était chargée de l'événementiel en fait. Et c'était tellement bien passé que comment dire, j'étais en confiance aussi. J'étais en confiance parce que je l'ai même pas entendu son nom quelque part en fait, je crois, parce que ça me paraissait d'une évidence. En fait, c'est marrant, le Mavillet, déjà en lui-même, le bâtiment, je me rappelle quand j'étais petite, on passait devant avec mon père et j'étais attirée par ce bâtiment, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il est attirant, voilà, il est tellement particulier. Pour le petit sourire, il me faisait penser à la station spatiale, enfin la station de Goldorak. Ah oui, d'accord. Bon, bref, c'est la petite anecdote pour faire sourire. Mais c'est plus tard, en fait, en grandissant, et quand je suis venue vivre moi-même à Rennes, avec des amis, ça arrivait qu'on passe devant et vraiment, je crois 2 ans avant, on passait avec des copines devant et j'ai dit c'est marrant, je suis sûre que je vais aller dans ce bâtiment à un moment donné. J'étais persuadée qu'il allait se passer quelque chose et c'était avant que la French Tech s'installe et je me disais, ils étaient en train de rénover et je me dis, je sais pas pourquoi je me vois aller dans ce bâtiment, je suis sûre. Alors, je vais passer pour une folle en disant ça, mais vraiment, j'avais quelque chose qui m'attirait et je me disais, je suis sûre que un jour, j'irai là, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Donc, alors je suis effectivement venue une première fois avant pour une soirée, donc ça n'avait rien à voir. Je me suis dit, c'était ça. C'était ça. Non, mais vraiment, il y a des lieux comme ça où ça te paraît évident. Et c'est pour ça qu'une fois que j'ai été dedans et qui s'est passé ce week-end où on était vraiment faut voir ce que c'est un startup week-end où on est 48 heures, alors surtout ceux qui créent des startups, ils sont 48 heures sans quasiment dormir. Et nous, on s'était calés à eux, donc moi, j'avais un petit peu quand même dormi, mais on est dans cette dynamique, en fait, et on se croit, en fait, on est face à des gens qui sont capables de créer une start-up en 48 heures, donc pour moi, ça m'avait presque donné des ailes, où je me suis permis d'avoir ce culot de dire, prenez-moi en stage. En fait, pareil, tu m'aurais dit ça 48 heures avant, je t'aurais dit, mais jamais de la vie, je n'oserais pas demander. Mais là, il y avait une telle dynamique et une telle confiance que on y va, quoi. Non, franchement, c'est des super souvenirs ça a été ça, en fait, pendant ces quelques années, là, où vraiment j'avais, le peu de personnes autour de moi où je disais, je vais essayer de pousser les portes de la com. On me disait, la com, mais c'est un univers fermé, on t'accueillera pas. Et en fin de compte, je n'ai fait que des belles rencontres. Ça n'a été que ça. Karine Sabatier, je pense, là, tu vois, j'ai Karine qui revient en tête. Guillaume, Chevalier, c'est pareil, c'est des gens comme ça que tu rencontres qui t'accueillent à bras ouverts alors que tu viens pas, à la base, tu viens pas de ce monde-là, quoi. Et en fait, je n'ai rencontré que des gens comme ça. Je disais ce que j'avais fait. Je disais que j'avais fait 12 ans dans la vente, j'avais un cursus artistique, j'avais vraiment un parcours très atypique. Et au contraire, en fait, j'ai des gens en face de moi à chaque fois qui sont là, qui ont envie d'en savoir plus. On te ferme pas les portes. Et on te dit, vas-y, viens, qu'est-ce que tu as à proposer? Vas-y, on y va, quoi. Et tu dis, waouh! Donc, en fait, j'ai jamais fait marche arrière, pour le coup, je n'ai été que de l'avant. Et ça, c'était nouveau, en fait. Et c'était super.
Bah moi, ce que ça Voilà. m'évoque, c'est que tu as su t'entourer et bien t'entourer, en fait, pour te propulser et d'abord te donner l'impulsion et puis ensuite Oui. te propulser Ouais. vers la vraie vie que tu avais envie de vivre. Ouais. Bah, c'était pas Et- calculé, hein. C'est vraiment je te dis encore une Oui, fois, oui. des belles rencontres Mm. et tu les préserves, ces Oui, rencontres-là. Parce complètement, que tu sais qu'il y a un complètement. échange qui est vrai, en fait, Ouais. qui est authentique. Ouais. Mais, Je vois bien. mais, et voilà. Et c'est ce réseau-là, ce noyau-là qui s'est formé, avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui, au final. Alors justement, aujourd'hui, quand est-ce que tu t'amuses le plus? Et est-ce que tu dirais qu'il y a des moments où tu te sens redevenu enfant à t'amuser précisément avec une partie de ton travail de photographe? Bah, tous les jours. C'est génial. C'est super. Non, bah, je pense que je dis tous les jours parce que je parlais de photo mentale quand j'étais petite. C'est le cas tous les jours, en fait. Je m'arrête pas de photographier. Donc, pour moi, la photo que je fais mentalement, elle est vraiment propre à l'enfant que j'ai été. Oui. Et qu'on reste à l'intérieur de soi. Et je m'émerveille de pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que je regarde machinalement vers la fenêtre parce que je pense à hier, j'avais un shooting hier et je sors de ce shooting et réflexe, je vois une plante qui sort d'un mur et je me dis, il y a un truc à faire. Alors que j'étais avec tout mon matériel sur les épaules et machin, et je pose tout mon matériel et alors après les petites photos, des choses comme ça qui sont pour moi de l'ordre de mon bac à sable. Je voulais qu'on en parle. Ouais, c'est le terme que j'utilise notamment pour mon Instagram, car c'est pas que ça a rien à voir avec mon côté pro, mais c'est ce que j'appelle mon bac à sable où je vais prendre des petits moments de vie, je vais les capter et elles sont faites principalement qu'avec mon téléphone pour le coup. Et donc là, c'est le réflexe de sortir le téléphone et de prendre une photo d'un petit truc qui me parle, voilà, une plante qui sort d'un mur, un faisceau de lumière qui sort d'un nuage. Enfin, moi, je suis la fille qui peut se prendre un poteau facilement parce que j'ai toujours le nez levé en l'air. Si je suis pas le nez levé en l'air, je suis accroupie par terre au ras du sol parce que j'ai vu un truc qui se reflétait ou je sais pas quoi. Ou alors je suis montée sur un muret ou j'oublie les gens dans ces cas-là. C'est marrant parce que je le répète souvent, mais je suis de nature plutôt réservée, même si j'adore le contact, j'adore aller vers les gens, mais je suis réservée quand même et assez pudique. Et le truc étant, c'est que quand je suis dans ma bulle comme ça, que j'ai vu un truc, j'oublie tout ce qu'il y a autour. Et donc je pense que je me mets dans des positions des fois un petit peu ridicules, mais c'est pas grave. Donc voilà, si vous voyez un jour une fille grimper allongée sur le trottoir. Voilà. Tant que je grimpais dans les arbres, j'étais tout le temps fourrée dans les arbres. Bon, là, je le suis moins. Mais non, mes collègues, quand je travaillais en agence, quand je devais prendre des réunions, quand ils me cherchaient, parce qu'ils entendaient le clic de l'appareil photo, et ils disaient, mais elle est où? Et j'étais cachée dans une plante parce que c'était le meilleur point de vue pour avoir ça. Enfin, il y a des angles où des fois, je suis obligée de me mettre dans les plantes. Donc, quand on avait fait le summer camp aussi avec Karine Sabatier, c'est pareil, c'était le jeu de retrouver, elle est où Stéphanie? Où est Stéphanie? C'est pas où est Charlie, c'est où est Stéphanie? Non, c'est où est Stéphanie parce que ouais, j'aime attraper tous les angles de vue possibles et ça, c'est ce qu'on fait quand on est enfant parce qu'on calcule pas. On calcule pas de savoir si on est si on va pas être ridicule accroupi par terre ou machin. Non, on le fait parce qu'on a vu quelque chose, on a envie de s'en rapprocher, on a envie de le toucher et je pense que j'ai gardé ça quoi. C'est ce côté un peu cascadeur. Je sais pas. Ouais. Je trouve ça super précieux. Mais... Moi, tu vois, j'ai beaucoup plus de mal à faire ça. J'ai beaucoup plus conscience de mon corps et de ma présence dans un espace public. Et ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que l'enfant, lui, il s'en fout de savoir il est bien positionné, si on voit sa culotte ou si... c'est ça. Il vit l'instant et s'il a quelque chose à capter, il le capte. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc moi, je sais que je sais même pas que je me l'interdis pas, c'est que c'est spontané en fait. Donc
pour répondre justement à ta question, qui était la question de base, de dire qu'est-ce qui m'émerveille. Enfin, voilà, je vois plein de choses, je vois tout le temps plein de choses. C'est un peu mon problème, c'est que il y a toujours un truc qui va m'interpeller. Ouais. Donc ça peut être gênant parce que je peux être des fois en train de me balader avec des amis et on me perd à un moment donné. Ou alors je dis à la personne, alors excuse-moi, là je vais m'arrêter 2 secondes parce que j'ai vu un truc qui était juste là à 1 kilomètre, il faut que j'y retourne. Parce que ça va m'obséder en fait. Il y a des fois où par politesse je vais pas m'arrêter, mais en fait ça va m'obséder. Je me dis mais non, mais là j'ai vu une image, il me la faut. C'est terrible, hein. C'est terrible de raisonner comme ça, mais bon, je l'assume. Et mes amis sont maintenant habitués, mais moi ça me nourrit en fait. Ouais. Ça me nourrit. Alors ça me nourrit de quoi ? Ça me nourrit d'émotions, de choses. Encore une fois, ça nourrit aussi cette médiathèque que j'ai. Je sais pas, ça fonctionne comme ça en fait. Je sais pas l'expliquer plus que ça, mais j'en ai besoin comme quelqu'un qui a besoin de jouer d'un instrument de musique tous les jours. Enfin, c'est et je suis jamais frustrée de pas avoir ou rarement de pas avoir vraiment mon vrai appareil photo dans les mains, parce que je me dis, au pire, si je n'ai pas réussi à capter ce que j'ai vu, parce que des fois c'est très éphémère, c'est un vol d'oiseau, c'est un truc qui s'est passé et t'as pas le temps de dégainer, mais c'est pas grave, je l'ai mémorisé en fait. Ouais. Donc la photo, je l'ai. Elle est rien que pour moi, et tant mieux, mais... Justement, c'est intéressant ça, parce que je me demandais... Comment tu navigues entre ce bac à sable dont j'adore cette expression, c'est-à-dire tes photos plus, alors moi je dirais photos plus artistiques et personnelles, et les photos professionnelles, en tout cas que tu prends dans le cadre professionnel. Tu publies tes photos personnelles sur ton compte Instagram, donc tu les montres. Est-ce que il y a une recherche derrière, tu vois, est-ce que tu cherches à en faire quelque chose ? Est-ce que tu envisages d'en faire quelque chose ? Ou peu importe, c'est parce qu'Instagram est un formidable outil et tu profites de cette plateforme pour montrer une autre part de ce que tu fais ? Je pense que, en fait, alors très honnêtement, j'ai pas cherché à faire de pont entre les deux. Oui. Même si, effectivement, pourtant, je le marque sur ma carte de visite. Hein. Mais peut-être parce que j'ai surtout voulu montrer ma personnalité. Oui. Ce que je suis, qui est effectivement ma naissance. Je parlais de naissance dans le prénom tout à l'heure. La naissance, pour moi, ça renvoie aussi à la naissance artistique. Et en fait, c'est ça en quoi je suis ancrée. Je viens de là. Et après, ça a bifurqué vers une technique qui était plus professionnelle. Mais Instagram, je le vois vraiment comme un exutoire, effectivement, un petit journal de bord aussi des moments captés et tout. Et alors, en faire le parallèle avec, ou en tout cas un pont vers le professionnel, je te dis, c'est peut-être plus pour que, effectivement, un client qui cherche à savoir un peu qui je suis, parce que on est aussi ça à l'époque où on vit, où plus ça va, plus on va aussi s'enquérir de savoir cette personne à qui je vais confier mon projet, qui elle est. Ouais. Et moi, c'est vrai que le meilleur moyen de savoir qui je suis, c'est de vous montrer mon Instagram, parce que je vais montrer effectivement ce qui va me toucher, des choses qui me touchent, des choses. Dedans, il y a aussi quelques dessins. Alors, je pratique plus beaucoup le dessin, donc j'appelle ça des gribouilles. Mais ça me permet, moi aussi, d'être toujours... c'est ce que je suis. Voilà, le dessin fait partie de moi parce que c'est ce qui m'a appris la photo. Et inversement, je dis souvent que je photographie comme je dessine et je dessine comme je photographie, parce que pour moi, les deux sont vraiment liés. Mais ça va permettre, voilà, à un futur client ou un client que je connais déjà, voilà, de percevoir ça. Et peut-être que ça va lui donner aussi... il va toucher à cette sensibilité, ça va lui parler et le mettre en confiance, à savoir que je suis à même, moi, de comprendre l'ADN de son entreprise ou de son message, ou voilà, de ce qu'il a besoin, si c'est pour un événement, si c'est pour un reportage entreprise, si c'est... Voilà, de savoir ça. Donc ça, je pense que c'est important de le montrer. Après, j'ai pas cherché à le montrer, c'était là, et j'avais mon Instagram avant, en fait. J'ai dû commencer Instagram, pour l'anecdote, j'ai cherché à avoir mon premier iPhone juste pour avoir Instagram.
je m'en fichais d'avoir un iPhone, mais il se trouve qu'Instagram ne fonctionnait que sur iPhone au départ. D'accord. Donc j'ai eu un iPhone à tout prix que j'ai acheté d'occasion, deuxième main et tout, qui était tout cassé, le pauvre machin, mais je voulais juste au moins... L'écran n'était pas cassé, mais il était fêlé autrement de tous les côtés, mais je voulais juste au moins pouvoir avoir Instagram parce que ça me rappelait tellement... En fait, le format carré me rappelait effectivement tout ce qui était Polaroid. Ça me rappelait aussi, j'ai eu un boîtier 6.6. Tu vois ce que c'est, les boîtiers 6.6 ? Non. Les boîtiers 6.6, c'est les boîtiers en fait qui sont des boîtiers anciens argentiques où la prise de vue en fait se fait par le dessus. C'est un clapet que tu ouvres. Et c'est un boîtier qui en général, alors moi j'en ai là dans des anciens appareils, mais j'en avais eu un récent que je m'étais acheté quand j'étais étudiante. Et c'est pareil, on était sur de la pellicule qui est développée en format carré. Donc ça me rappelait ça. Et puis le côté filtre en fait m'amusait au départ parce que là c'était les filtres rappelaient le Polaroid. Et j'ai toujours gardé en fait ce format carré. D'accord. Je me suis mis ça comme je veux garder parce que le format carré aussi c'est une contrainte de cadrage également. Oui. Et ça me plaît en fait de me dire soit je pars d'une photo dans un format classique paysage ou portrait et je vais la recadrer en carré, soit je pars direct, je paramètre mon téléphone sur un format carré et je vais m'amuser à faire ma composition sur ce carré. Et ça me plaît d'avoir cette notion-là, effectivement, sur l'Instagram. Et voilà. Et là, je suis partie un peu loin. Je ne sais plus où je suis partie. C'est trop bien. Ça va me permettre de... Je vais boucler avec ce que je projette de te demander maintenant. Je ne sais pas si elle est sur Instagram. Mais on va passer à la dernière partie qui est le rituel de fin. Et la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est de nous raconter une photographie à toi que tu as choisie. Là, je la vois retourner sur le coin de la table basse et elle n'est pas carrée, donc peut-être qu'elle n'est pas sur Instagram, probablement pas. Probablement pas. Aux auditeurs et aux auditrices, je vais proposer, si vous êtes en totale sécurité, de fermer les yeux. Et on va écouter Stéphanie nous raconter cette image. Et je vais fermer les yeux aussi. À toi. Alors, c'est une photo, déjà pour la situer, c'est une photo que j'ai prise quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts. Donc c'est une photo argentique. Là, c'est un développement, un très beau développement qui avait été fait par un labo. Et en fait, c'est une photo que j'ai choisie parce que c'est une photo que j'ai composée quand j'étais dans mon atelier et qui est une photo fable. En fait, sur cette photo, elle raconte l'histoire d'une cuillère oiseau et d'une tortue capsule. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, à cette époque-là, étudiante et tout, je passais mes soirées à regarder mes camarades. J'étais la seule, en fait, à ne pas consommer d'alcool. Et donc, je fabriquais avec les capsules en fait de cidre, je fabriquais des petites tortues. Et un jour, il y avait une petite cuillère à café qui traînait, je l'ai pliée et j'y ai vu un petit oiseau en fait. Alors, voilà. Et ces deux objets, en fait, je les ai ramenés. Et un jour que j'étais dans l'atelier où il y avait une très très belle lumière, je les ai posés sur ma table d'atelier, face à la fenêtre. Et je me suis inventé une histoire où pour moi c'était comme une fable, un peu comme le chêne et le roseau. Et là c'était la tortue capsule qui rencontrait l'oiseau cuillère. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire une photo qui raconte leur rencontre. Et elles sont donc posées face à face dans une lumière très blanche qui passe au travers la fenêtre. On a des contrastes qui viennent se poser sur le métal. Et j'aimais bien l'idée de faire rencontrer ces deux objets parce qu'ils sont à la fois différents de par leur apparence, enfin ce qu'ils pourraient représenter, c'est-à-dire un oiseau et une tortue. L'oiseau qui est vif et qui vole rapidement, une tortue qui est très lente et très maladroite, on va dire. Et puis à la fois ils sont similaires parce qu'ils sont faits du même métal dans l'objet que moi j'en ai construit, à savoir le métal. Et puis
voilà, ces deux objets, en fait, se reflètent l'un sur l'autre, se rencontrent. Et on est sur une photo, ce que je n'ai pas précisé, une photo noir et blanc. Donc, on a un jeu de contraste qui me plaisait beaucoup. Et j'avais envie de créer une poésie, en fait, ce que j'appelle une poésie visuelle autour de cette rencontre et de m'imaginer que peut-être ils se racontent eux-mêmes des choses, ces deux objets. Et voilà. Je rouvre les yeux et je vais découvrir la photo si tu veux bien me le montrer. Oh là là, waouh. Je vous la montrerai d'une manière ou d'une autre. Oh, c'est génial. J'adore cet exercice. Ouais, c'est une photo. J'ai beaucoup de tendresse pour cette photo parce que, en plus, j'ai pas eu de mal à choisir dans le sens où pour moi, alors ce qui est marrant, je me suis fait la réflexion. En plus, elle fait la vraie transition entre la perception de photographie que j'avais étant enfant et celle que j'ai eue après adulte, parce que là, je suis étudiante. On est pile poil il y a 23 ans. C'est une vraie... C'est à la fois c'est pas du tout une séparation entre ces deux mondes, c'est juste une transition, justement. C'est une belle transition et ça rencontre cette transition. Et quelque part, j'ai presque envie de me dire que la tortue, c'est moi enfant et l'oiseau cuillère, c'est le futur adulte que je deviens. Tu vois, c'est un peu ça, je pense. C'est pour ça que j'aime cette photo, j'aime l'histoire que moi, je me suis racontée à la faire. Et voilà, ça a été fait rapidement en plus. C'était vraiment, j'étais posée dans mon atelier, il n'y avait personne ce jour-là, parce que c'était des ateliers qui étaient partagés. Et voilà, non, ouais, c'était une évidence de te présenter cette photo. Elle traduit bien, en fait. Je pense qu'elle traduit bien tout mon parcours, au final. D'accord. Oh, je suis ravie de l'avoir découverte d'abord en l'écoutant et ensuite par les yeux. Génial. Stéphanie, c'est quoi le beau pour toi ? Alors, le beau pour moi, je t'ai parlé tout à l'heure au premier sens, si on prend juste, voilà, le beau, joli. Pour moi, c'est quelque chose voilà, sur lequel on ne va pas s'attarder. Le vrai beau, pour moi, c'est quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que c'est du brut. Aujourd'hui, quand on parle du beau, on parle aussi d'embellir, ça veut dire modifier, ça veut dire transformer. Or, à mon sens, le beau, on ne le transforme pas. C'est éphémère, c'est quelque chose qui va t'émerveiller sur le moment. Je parlais tout à l'heure d'un faisceau qui traverse un nuage, c'est un instant bref en fait. La vraie beauté, le vrai sens du beau, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est imparfait, qu'on va pas modifier, qu'on va pas recadrer, qu'on va pas lisser. J'emploie ces termes parce que c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui à notre époque. Et encore heureux, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Quand je disais tout à l'heure, des fois, on n'a pas le temps de dégainer son téléphone parce qu'on a vu un truc qu'on veut prendre en photo, machin. Mais tant mieux, quoi. Parce que justement, c'est ça, c'est cet instant-là qu'on ne peut pas... qu'on va capter par le regard ou par l'émotionnel, mais qu'on va pas enregistrer. Ou tout au moins, on l'enregistre en soi. Et pour moi, c'est ça, vraiment, la vraie notion de beau, c'est ce qu'on n'arrive pas à capturer, réellement. C'est pouvoir profiter de ce qui se présente devant soi et aller en profondeur. Et le vrai beau aussi, si vraiment on est sur une image et qu'on se dit la fameuse phrase de dire « qu'est-ce qu'une belle photo aussi ?» Tu m'as parlé d'une bonne photo, mais qu'est-ce qu'une belle photo ? C'est pareil, c'est pas une histoire d'esthétisme. C'est encore une fois d'aller gratter derrière. C'est que si la photo elle raconte une histoire, c'est qu'est-ce que veut me dire cette photo ou vers quoi elle fait écho en fait. Et des fois la beauté elle va être dans quelque chose qui
qui ne va pas être... qui va être plus sensible, en fait, qui fait de l'ordre de l'émotionnel ou d'un détail, enfin, ça va être ça, plutôt qu'un ensemble. Des fois, moi, je vais rester captivée, je sais pas si je me dis c'est beau, mais je crois que même au moment où je me dis c'est vraiment beau, c'est que je me dis pas que c'est beau, en fait. La beauté, je pense qu'elle naît vraiment dans le fait de rentrer vraiment dans quelque chose, d'être hypnotisé, en fait, soit par une chose qui se passe, soit par une image, soit par une personne. Voilà, le beau, ça regroupe tout ça, c'est être magnétisé, hypnotisé, enfin, je pense que la beauté, elle est là dans un instant éphémère, dans un charme qui se passe, je sais pas, après elle peut revenir, hein. Si on parle d'une personne, ça peut revenir, mais et d'une photo, et d'être à chaque fois pris pareil devant une photo et de se dire ouais, à chaque fois je suis scotchée sur cette photo. Mais voilà, la notion de beau pour moi c'est tout sauf beau. Voilà. Waouh, quelle conclusion. Merci beaucoup Stéphanie Pierre. Merci à toi. Conclut Chamade, ce nouvel épisode. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Pour faire du beau, je crois qu'il y a un premier pas. C'est d'écouter ce que dit notre cœur quand il bat vite et fort. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Chamade. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Stéphanie Pierre et mes autres faiseurs de beau. Je vous y montrerai aussi en exclusivité la rencontre d'un oiseau cuillère et d'une tortue capsule. Vous vous souvenez ? Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite. Dans quelle autre partie du monde tu aimerais exercer ton métier ? Je pense dans les fjords ou quelque chose comme ça, en fait. Parce que c'est un climat que je connais pas du tout, en fait. Et parce que ça me renvoie quelque chose de très épuré, de très blanc, et que ça m'intrigue. J'irais bien quelque chose qui est complètement différent, que je maîtrise pas. Ah, super. Si on peut dire qu'on maîtrise les choses. Ouais. Mais d'accord. Ouais, je pense, dans les fjords. Les fjords. Ouais. Oh, super. On y va ? On y va ?